tous. Cette semaine, on vous emmène à un endroit que j'ai adoré, qui est le site de Biosphère 2. Alors on va présenter Biosphère, on va faire une sorte de vlog aujourd'hui où on va visiter ensemble Biosphère, mais avant il faut quand même dire de quoi il s'agit. Biosphère, c'est un projet qui n'a pratiquement pas d'équivalent dans l'histoire de la science et dans l'histoire de l'aventure humaine, pour ainsi dire, qui est de reconstituer un écosystème complet, entièrement séparé de celui de la Terre. Alors moi en particulier, ça m'a parlé dès que j'ai eu connaissance du projet, parce que j'étais quand j'étais jeune lecteur de Science et Vie et lecteur de science-fiction. Et ce projet ressemble un petit peu à un projet qu'on aurait pu voir dans la science-fiction dite classique, celle des années 30 aux années 60. L'idée sous-jacente, d'ailleurs elle est en lien avec l'industrie spatiale, c'est de définir un espace de vie qui serait un espace de vie autonome, qui pourrait théoriquement être transporté sur un autre système que la Terre. La Terre, c'est notre biosphère, la biosphère unique dont on ait connaissance, qui s'appelle donc Biosphère 1, selon les porteurs du projet Biosphère 2, et la Biosphère 2, par définition, c'était la deuxième, et ça a été la seule autre biosphère dont la tentative a été faite donc dans les années 90. Voilà, et bien justement, parlons de Mars maintenant, puisqu'on sait qu'il faudra 1 an pour y aller, 1 an en gros pour en revenir, et 1 an pour y rester, pour y travailler un peu. Il faut donc se préparer, s'entraîner à cette nouvelle forme de vie, à cette parenthèse de 3 ans. Vous allez donc voir maintenant un document tout à fait extraordinaire. C'est la mise en place aux États-Unis de la première base qui doit permettre aux hommes d'apprendre à vivre sur la planète rouge. Et donc on peut en décrire les contours assez simplement. Donc il s'agissait de couper une zone complètement du monde, donc le socle en béton d'un côté, les parois de verre de l'autre. On crée une assez grande sphère complètement isolée du reste du monde, pas en termes de communication cependant, parce qu'il y avait des communications téléphoniques qui étaient possibles, et on y plonge un certain nombre d'espèces. Alors évidemment il y a une composition minérale et gazeuse, il y a aussi une couche de vie végétale, une couche de vie animale, plusieurs dizaines d'espèces, et puis bien sûr des hommes. Donc il va y avoir 2 expériences successives, l'une qui se tient entre 91 et 93 avec je crois 8 bionautes ou biosphériens qui ont vécu cette première aventure avec tout l'élan à la fois médiatique et l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir pour le projet. Oui, parce que là, il y avait des millions de personnes qui étaient là et qui les suivaient le jour de la fermeture de la porte. Il y a plusieurs inspirations au projet. Il y a une inspiration qui est plutôt techno-scientifique, qui relève de l'écologie sérieuse, on va dire. Moi, ça m'a fait penser à l'hypothèse Gaïa de Lovecraft, et ça relève aussi un petit peu de la théorie des systèmes de Ludwig von Bertalanffy. On est là dans les années d'après-guerre. En termes d'imagerie, ça m'évoque à la fois Jules Verne, Barjavel, Ray Bradbury, ce genre d'auteur, parce qu'il y a un côté presque poétique, vous allez voir, à cette tentative. Et puis il y a aussi une dimension plus mystique, plus ésotérique, qui a été liée au porteur initial du projet, qui était un dénommé Allen, qui lui avait une filiation qui était plutôt la filiation hippie New Age. Donc tout ça s'entremêle un petit peu. Parce que le projet a pratiquement pris naissance à San Francisco. Il y a une approche communautaire. En fait, il y a une double approche au projet, si on veut. L'approche scientifique, comment constituer un écosystème entièrement fonctionnel, complet, qu'on pourrait idéalement, moyennant un apport d'énergie extérieure, envoyer dans l'espace, de sorte qu'il soit autosuffisant. Et là, on parle même pas d'homme, en fait. Et puis il y a l'aspect communautaire, comment l'homme en fait va s'organiser, va s'intégrer dans cet écosystème. Et on va voir que c'est plutôt le deuxième paramètre, c'est-à-dire le paramètre organisation humaine, qui a rendu les choses difficiles et qui a fini par faire péricliter le projet. Pas seulement. Oui. Pas seulement, mais c'était en bonne partie ça. En tout cas, il y a cette double dimension qui était la dimension scientifique, mais aussi la dimension humaine du projet qu'on va donc voir lors de la visite à laquelle on vous convie maintenant. On arrive devant la Biosphère 2,
Donc c'est une construction qui est faite principalement de structures métalliques comme celle-là. C'est une structure tubulaire qui a été étudiée spécialement pour avoir une assez grande rigidité. Et il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'éléments comme cela. Et ensuite du verre très épais qui permet de couper complètement l'intérieur de l'extérieur. Ici, on voit au loin une structure qui est comme un dôme, qui est le poumon en fait, qui permet à la structure de résister aux variations de pression, parce que comme la structure elle est soumise à des grosses contraintes de température et de variation de température surtout, elle exploserait tout simplement s'il n'y avait pas un sas de décompression là-bas qui fait office de vase d'expansion. Alors on va maintenant aller vers l'intérieur de la structure, parce que maintenant évidemment il n'y a plus d'expérience qui nécessite que l'intérieur soit complètement coupé, hermétiquement coupé de l'extérieur, et on va entrer par une sorte de sas qui nous permet d'abord d'aller dans les quartiers d'habitation des personnes qui ont mené la première expérience en temps réel qui a duré 2 années. Donc comment on appelle les biosphériens sont habités ici. On voit les quartiers d'habitation ici, la cuisine en particulier. Et forcément, ils mangeaient ce qu'ils produisaient localement. Et donc, on voit qu'ils avaient d'abord de l'espace par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres circonstances, notamment comme on a visité le centre spatial à Houston. On voit bien que l'intérieur des fusées et des capsules spatiales, c'est tout petit. Là, il y a beaucoup d'espace. Et il y a de l'espace non seulement en largeur, mais aussi en hauteur. Ça monte assez haut. Et on voit toutes les structures qui permettent notamment d'aérer et de faire circuler l'électricité, l'énergie utile à la biosphère. Donc pour les habitants de la biosphère, la vie quotidienne était quand même relativement agréable. J'ai dit qu'il y avait pas mal d'espace, mais ils avaient aussi non seulement des grandes salles communes, mais aussi des espaces privés. Et chaque membre de l'aventure avait un appartement à 2 pièces, donc un petit salon en bas qu'il pouvait décorer comme il voulait avec à son propre goût, et puis une chambre vers le haut. Donc ils avaient pas mal soigné le respect de la vie privée tout de même, et les membres de l'expédition n'étaient pas vraiment les uns sur les autres. On voit en particulier ici une très belle idée à mon avis. Donc cette structure en spirale ici menait à une sorte de tour qui monte bien à, 15-20 mètres de haut. Et tout en haut, il y avait une bibliothèque. Donc ça donne aussi un peu un style. Moi, ça me rappelle un peu les films de science-fiction des années 70 ou 80, Cosmos 99 par exemple. Surtout à la coiffure des filles. Où il y a un mélange de futurisme et quand même d'architecture un petit peu désuète aujourd'hui. Mais c'est amusant comme ça. Quelque chose qui m'a beaucoup étonné, par exemple, c'est qu'il y a de la moquette. Ça, c'est la moquette violette originale qu'ils avaient partout. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, parce qu'en termes d'entretien, évidemment, c'est pas forcément le plus simple. Depuis que le projet d'origine, qui consistait à tester une biosphère indépendante, donc un écosystème complètement coupé du reste du monde, a périclité, et c'est déjà il y a près de 30 ans, le temps passant, on a trouvé un autre emploi aux installations, et en particulier, donc, il y a différents laboratoires de recherche qui mènent actuellement des expériences. On va dire qu'il relève de l'agronomie et de la biologie générale ou de la biologie du système. On voit là un dispositif qui permet d'étudier comment la vie végétale peut prendre sur un support en basalte et comment l'eau qui est simulée, parce qu'on voit des petits appareils qui permettent de disperser, de simuler la pluie, différentes formes de pluie, que ce soit des crachins ou des averses, comment l'eau ruisselle en partie, s'infiltre en partie, et comment une partie de cette eau est récupérable comme eau potable, et comment une autre partie permet d'alimenter le système minéral végétal en interaction. Et notamment tous les systèmes racinaires qui, parfois microscopiques ou parfois plus grands, permettent donc d'organiser une interaction entre la roche et le végétal. Alors là, on est au centre de l'axe vertical, je dirais, de la structure, et notamment de la structure d'habitation, et on va descendre. C'est intéressant parce qu'en dessous de la biosphère visible, il y a une infrastructure technique qui est très importante.
et notamment qui permet la circulation de tous les fluides, les gaz, les liquides et l'énergie qui sont quand même importants. Alors, même si la biosphère est indépendante, elle est monitorée et elle est régulée. Donc il y a tout un système de commande qui, d'ailleurs, à l'époque se trouvait à l'extérieur de la biosphère, mais juste à côté. C'est un bâtiment annexe. Et en tout cas, il faut que les fluides puissent circuler. Donc il y a toute une infrastructure, on a l'impression d'être un petit peu dans les entrailles de la machine, qui se situe à peu près à ce niveau-là. Par exemple, on peut voir là en dessous des pentes qui servent à simuler l'écoulement de la pluie sur les sols en basalte actuellement. On voit bien l'infrastructure métallique qui permet de soutenir l'ensemble. Là, il y a des objets qui sont exposés, qui sont assez touchants. En fait, ce sont les logbooks, donc comment on dit, les carnets de bord. Les carnets de bord qui recensent les différents événements qui concernaient la vie animale, la vie végétale. Par exemple, sont consignés ici la naissance de petits porcelets ou une invasion d'insectes dans différentes zones des biomes. Et c'est amusant de voir que c'était encore tenu à la main alors qu'on était quand même à l'aube de l'informatique. Alors ça c'est The Door, la porte, la fameuse porte par laquelle les comment on dit, alors les biosphériens sont entrés. Et lors de la première expérience, qui était quand même très suivie par les médias, c'était un truc qui n'avait jamais été fait avant, ils sont entrés et ils espéraient rester un certain temps. Ils sont restés quand même 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans. Je crois qu'ils sont restés 2 ans et 20 minutes, il faudrait vérifier exactement. Et ensuite, la porte ici a été fermée, il y a un sceau hermétique et ils partaient pour l'aventure à ce moment-là, au travers de cette porte. Et à partir de là, on rentre dans la biosphère à proprement parler, dans la dimension plus d'espèces végétales pour commencer. Et on commence par ce qui s'appelle la sucrerie, puisque c'est là que les habitants pouvaient faire pousser ce qui leur apportait du sucre, dont principalement des fruits, presque uniquement des fruits. Un figuier ici, on a un bananier un peu plus loin, pas mal d'agrumes qui poussent. On a vu des oranges par là, de ce côté. Et de manière plus anecdotique, et bien que ce ne soit pas sucré, c'est là aussi qu'ils faisaient pousser le café. Donc on a quelques plants de café et avec leurs maigres ressources, ils arrivaient à produire suffisamment de café pour s'offrir tous ensemble aux 8, parce qu'ils étaient 8 dans la sphère, une tasse de café toutes les 2 semaines. Les 3 grandes serres qu'on voit en face de nous, qui sont actuellement utilisées pour les expériences de végétalisation des sols de basalte, étaient autrefois dédiées à tout simplement à la production fermière, c'est-à-dire ce qui devait en principe suffire, ce n'a pas été le cas, mais ce qui devait en principe suffire à assurer la subsistance des 8 membres de l'expérience. Ils appelaient ça la ferme tropicale. Oui, alors d'après ce que j'ai compris, ils avaient quelques chèvres. Oui, ils avaient aussi un petit peu de bétail. Hein. Parce qu'ils mangeaient essentiellement végétarien. Ouais. C'était plus facile en même temps. Mais ils avaient des œufs et ils avaient un petit peu de lait par les chèvres. Et ils mangeaient même occasionnellement de la viande. Oui, j'ai vu, rarement. Mais je pense que s'ils ont eu des porcelets... Mais alors, ils ont perdu beaucoup de poids et de masse musculaire très rapidement. Hein. Oui, rapidement, effectivement, après ça s'est un peu stabilisé, mais pas suffisamment. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu de chance parce que la première saison où ils étaient enfermés, il y a eu beaucoup moins de soleil que prévu, les conditions climatiques n'étaient pas réunies. Et non seulement ils étaient trompés sur la composition, sur le poids relatif de la photosynthèse et de la consommation d'oxygène par les microbes, ce qui a provoqué un dépérissement de pas mal de plantes parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène dans l'atmosphère. Mais en plus, ils étaient en hypocalorie. Ils avaient bien dosé la variété alimentaire, ils avaient suffisamment de qualité nutritionnelle, mais ils n'avaient pas assez de quantité. Là-bas, au niveau des arbres pointus, je ne sais pas si c'est des ifs ou quoi. Oui, ce sont des ifs. On voit la centrale de production énergétique qui est utilisée parce que ici, on est en Arizona, il y a d'assez grosses amplitudes thermiques
saisonnière et diurne et quotidienne. Et donc il faut tantôt chauffer, tantôt réfrigérer. Donc derrière il y a un bloc de réfrigération, mais essentiellement ce qui est intéressant c'est que il y a deux centrales de production, l'une qui fonctionne au diesel et l'autre qui fonctionne au gaz. Elles sont complètement indépendantes et chacune est suffisante pour assurer l'appoint en énergie de l'ensemble. Et puis il y a un système aussi de monitoring et de répartition énergétique qui est très performant apparemment, avec un opérateur qui est présent 24 heures sur 24. Enfin un opérateur, ils sont en équipe bien sûr, mais il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de la régulation énergétique de l'ensemble. C'est ici qu'on a la meilleure vue, je pense, sur la sphère, parce qu'on voit la tour qui correspond à la bibliothèque et les trois serres principales de production potagère, avec le beau ciel bleu de l'Arizona par-dessus. Là-bas, c'était l'endroit qui correspondait à la vie humaine. Et sur le côté droit, pour nous, c'est vraiment les écosystèmes qui fonctionnent en dehors de toute intervention et c'est humaine. encore ça, un peu. C'est-à-dire que tout ce qui est travail bureautique, c'est encore là-bas. Oui, oui. Forcément, il y a besoin d'avoir de l'espace pour simuler un système écologique complet, indépendant de la présence humaine. Et maintenant, on va visiter une succession de ce qu'ils appellent les biomes, c'est-à-dire des petits écosystèmes qui sont relativement indépendants les uns des autres. Ils sont quand même en interaction pour certains d'entre eux, parce qu'il y a des biomes qui sont des biomes de transition. Alors, on commence par un biome qui est celui du désert côtier, désert semi-humide, on va dire seulement, parce que la pointe d'eau est assurée par une brume qui est apporté par des ventilateurs. Alors quand on se met à l'endroit où les ventilateurs soufflent, on sent bien qu'il y a beaucoup de vent, parce que c'est aussi un élément naturel qu'il faut simuler. Ah oui. Et ce biome, il est actuellement en travaux, il est en réflexion. Ils sont en train de constituer une petite rivière artificielle qui permettra de circuler entre les plantes. Je crois que la plupart des espèces qu'on trouve ici sont importées de Baja California. L'avantage c'est de ne pas être trop loin, au moins pour se fournir en espèces végétales. Un biome qui est d'ailleurs assez joli à voir, parce qu'il y a quand même une assez grande variété d'espèces. Il va se trouver surmonté parce qu'il y a aussi une variation verticale d'un autre biome qui est celui de ce qu'ils appellent, me semble-t-il, alors, je ne sais pas s'il y a une traduction française, le jardin des épineux, si on veut, où il y a beaucoup de cactus et de plantes à piquant, qui est un biome de transition qui nous mène vers une première savane, dite la savane basse. Oui, c'est vrai, la plupart des arbres ici sont des arbres à piquant. Ah, mais là, regarde Manu, ce sont des acacias. Il y a pas mal de cactus. De ce point de vue, ici, surplombant, on peut estimer la dimension de l'ensemble. On voit qu'on a peut-être une quarantaine de mètres de large et de long, donc ça fait peut-être 8000 mètres carrés au sol, un petit hectare. Un peu moins, je dirais quand même. Par contre, c'est très haut, hein. Il y a vraiment beaucoup d'espace au-dessus, et ça c'est important, je pense, pour la simulation de l'atmosphère, hein, puisque c'était une des dimensions importantes de l'expérience. L'expérience portait principalement sur l'interaction entre les plantes, entre les différentes espèces de plantes, et éventuellement un petit peu d'animaux, mais surtout entre les plantes et l'atmosphère. On passe du jardin des cactus à une première savane. Alors cette savane, dite savane basse, n'a pas été très réussie, donc du coup maintenant elle ressemble plus vraiment à une savane. Elle ressemble plutôt au genre de couvert végétal qu'on trouverait par exemple en Colombie,
à une altitude de 1000 ou 1500 mètres. Il y a maintenant plutôt une expérience qui est faite sur une sorte de permaculture à base de plantes qui produiraient, qui seraient très productives de fruits et de café. De l'autre côté du chemin de planche, on a une vue qu'on a rarement dans la réalité, puisqu'on voit une mangrove et on la voit un peu de haut, puisqu'on doit être à 5 mètres au-dessus du niveau de l'eau. On voit des palétuviers. C'est une mangrove qui a été presque entièrement récupérée en Floride. Elle a été acheminée par camion et ils ont pris des ensembles de plantes, pas tout mélangé, mais enfin ils ont essayé pratiquement de creuser un grand trou dans la mangrove et de tout apporter en même temps. Donc c'est pas quelque chose qui a été replanté plante à plante, c'est au contraire presque un petit biome qui a été transporté d'un seul tenant. Et apparemment il y a 3 mangroves différentes. On voit mal la différence qui serait la mangrove blanche, la noire et la rouge. Peut-être en période de floraison, je ne sais pas. Nous, on n'est pas des experts en mangrove non plus. Voilà, on va continuer, mais on voit déjà au travers de la mangrove, si on voit un petit peu d'eau, c'est que la mangrove, elle, se prolonge par l'océan. Enfin, on monte encore comme on monterait effectivement si on était sur Terre, puisque on va atteindre un étage tropical. Ça va être, eux ils appellent ça la savane haute. Pareil, comme la savane basse, ça n'a pas très bien marché. Et il y a des plantes que nous on considérait comme plutôt pré-tropicales à cet endroit-là. C'est aussi un endroit où, un peu plus tard, ils ont introduit des fleurs et des plantes, des fleurs qui produisent des graines, dans l'intention d'importer plusieurs espèces d'oiseaux et de gallinacés. Et ça, c'est une étape qui n'a jamais vraiment été atteinte lors des premières expériences. Peut-être pour le futur. En tout cas, là, on surplombe maintenant l'océan. Donc cet océan, c'était principalement la simulation d'une mer corallienne. On voit qu'il y a un peu plus de fond sur la droite, et puis le corail vient affleurant. Alors ça a été un grand succès pendant les premières expériences. Les 2 expériences de vie habitée dans Biosphère dans les années 90, le corail s'est très bien porté. D'ailleurs, c'était assez étonnant d'avoir pratiquement la meilleure simulation de vie corallienne au monde dans l'Arizona, alors que l'Arizona n'est pas du tout un état côtier. Et puis par contre, plus tard, l'expérience a périclité, puisque quand les expériences habitées ont cessé, le bassin n'a plus vraiment été entretenu. Et les expériences ont repris plus tard pour simuler l'impact du changement de CO2 dans l'atmosphère sur la vie du corail. Et apparemment, on avait là un laboratoire grandeur nature qui était unique en son genre et qui a permis d'apporter beaucoup dans la connaissance de l'interaction entre les coraux et la production de CO2 ou la surproduction de CO2. Et puis maintenant, ça c'est encore des expériences qui ont été menées il y a presque 20 ou 30 ans, 25 ans. Et depuis, ça fait presque 20 ans que le bassin est à l'abandon. Alors on voit que là, il est quand même encore entretenu par la production d'un courant artificiel, parce qu'ils sont en train de préparer un grand ensemble d'expériences qui cette fois concernera le blanchiment des coraux et la réaction des coraux aux variations brèves mais substantielles de température, 1 ou 2 ou 3 degrés de plus pendant quelques heures, quelques jours. On sait que ça fait mourir les coraux, c'est le phénomène général de blanchiment des coraux dans le monde, qui est très inquiétant pour cet écosystème-là, mais pour la biodiversité en général. Donc là, on aurait un laboratoire un peu grandeur nature, un des plus grands du monde en fait, qui permettrait de faire des expériences intéressantes en la matière. Et l'idée est aussi de voir comment on pourrait réensemencer des bases de corail morts avec du corail vivant pour faire renaître des écosystèmes coralliens. Le corail qu'on voit actuellement, là, on a peut-être l'impression de loin qu'il est vivant parce qu'il reprend des formes de patates de corail vivant. Mais en fait, techniquement, il n'y a plus de corail vivant en surface. Par contre, il est possible que le réensemencement fonctionne et que ce corail redevienne vivant. Mais pour l'instant, contrairement aux apparences, il est mort. Et la raison principale, c'est que l'océan constitue un espace relativement ouvert où les œufs
les gamètes, je ne sais pas quoi, enfin ce qui permet de réensemencer des algues, des éponges, des anémones et des coraux circulent relativement librement et est transporté par des courants. Ce qui fait qu'on n'a pas l'effet de morcellement qui peut exister sur l'habitat terrestre, en tout cas beaucoup moins. Là maintenant on peut peut-être embrasser du regard l'ensemble des écosystèmes bas qu'on a pu voir, enfin d'étages intermédiaires, les plus bas étant au loin et l'océan étant ici. Et quand on se retourne, on va parvenir à l'écosystème haut, le biome haut, qui est celui de la forêt tropicale, hein, donc qui se trouve derrière une lourde porte, parce que pour le coup, là les conditions hygrométriques et les conditions de température changent de manière significative. Dans le biome de la forêt tropicale ou forêt équatoriale, on dit rainforest en anglais, ça veut dire forêt pluviale, on dit parfois aussi forêt vierge. En français, tous ces termes se recoupent un petit peu. On a une centaine d'espèces vivantes. Les scientifiques en charge de l'expérience sont satisfaits de la couverture au sol. On considère qu'il y a 3 étages, l'étage bas, l'étage haut et l'étage intermédiaire. Les 2 étages extrêmes, l'étage bas et l'étage haut, fonctionnent très bien. Et actuellement, les scientifiques essayent de regarnir un petit peu l'espace intermédiaire avec des plans qui pourraient faire 6, 8, 10 mètres de haut pour qu'on ait quelque chose d'équilibré en termes d'étagement. On a de l'eau qui circule sous la forme d'une petite chute d'eau qui tombe dans un bassin. Ils ont appelé le bassin du Tigre, alors qu'évidemment il n'y a pas de mammifères dans la biosphère. Il y a beaucoup aussi de vie de vie animale de petite taille. On a vu beaucoup d'insectes, des fourmis en particulier, mais on sait qu'il y a des araignées. Des lézards. Et il y a aussi des reptiles, ce sont les animaux de plus grande taille, les animaux sauvages de plus grande taille qui existent dans la biosphère, des lézards. Ils ne peuvent pas introduire des animaux de plus grande taille parce que ça supposerait un apport nutritionnel extérieur, ce qu'ils veulent évidemment par définition en quelque sorte éviter. Ce biome, il est directement inspiré de la forêt amazonienne. En fait, il reproduit beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la forêt amazonienne. Et bizarrement, il est quand même aussi construit autour d'un roc artificiel en béton qui, lui, n'a rien d'amazonien. Et le filet d'eau qui y coule de manière permanente peut se transformer, et ça c'est un paramètre qui est contrôlé par l'expérimentateur, de sorte à simuler un débit beaucoup plus important et même des inondations des parties basses du terrain, parce que ça c'est quelque chose qui existe évidemment dans la forêt amazonienne, les épisodes de pluie intense et donc d'inondations partielles des terrains. Vous ne pouvez pas le sentir devant votre écran, mais à l'intérieur c'est très humide, hein. Alors, je ne sais pas si on voit le sol qui est presque boueux, en tout cas il est gorgé d'eau. Mais ça ne veut pas dire que ce sol communique avec le sol qui est en dessous de nous, parce que Biosphère 2 est complètement isolé du sol de l'Arizona. Il y a 2 couches de béton et une couche de métal, parce que le côté hermétique se comprend vers le haut par les parois de verre, mais aussi par le bas. On est bien sur un sol qui est très humide ici, mais toute l'eau contenue dans Biosphère reste à l'intérieur de Biosphère. Ça fait du bien de sortir, dis donc, hein. On est juste un peu humide. L'histoire de ce domaine est très ancienne, dans le sens où la région était habitée depuis longtemps par les Amérindiens, d'une part, et puis plus récemment, le domaine a été acquis par la princesse Margaret dans les années 50, et puis elle l'a détenu assez brièvement. Ensuite, l'université de l'Arizona l'a acheté pour en faire une sorte de centre de formation et de retraite et de conférences. Et puis ensuite, c'est une entreprise privée qui a été sponsorisée et menée par un milliardaire qui a mené le projet Biosphère. Et ensuite, après que le projet Biosphère ait périclité, ça a à nouveau été racheté par l'université d'Arizona. Et maintenant, donc, cet ensemble est utilisé pour des expériences principalement
principalement supervisées par l'Université d'Arizona, mais qui en général sont des expériences avec beaucoup de partenaires internationaux. Je crois qu'on a parlé de 50 partenaires internationaux, sur des sujets qui d'ailleurs sont des sujets naturellement transverses. Il est bien dommage que le projet Biosphère 2 ait périclité et l'explication n'est pas forcément très claire. Nous vous invitons à lire, il y a beaucoup de témoignages, on peut rentrer par 1000 notices Wikipédia à la fois sur le projet Biosphère lui-même et sur toutes ses sources d'inspiration. Il semblerait qu'il y ait eu une mésentente humaine entre les deux créateurs, Allen qui était plutôt le visionnaire, et puis celui qui était plus là chargé de mettre en œuvre et de rentabiliser le projet. Et donc il ne pouvait pas lui permettre de perdre sa caution scientifique, qui était donc le financier Bass. Il y a eu une mésentente entre les deux hommes, il y a eu aussi une mésentente entre les différents participants à l'intérieur du projet. Il y a eu des mésententes à différents niveaux en réalité. Il y aurait même eu peut-être des mésententes entre Bass et certains de ses frères. Il y aurait eu des mésententes entre les organisateurs du projet et peut-être certains technocrates à Washington. C'est difficile à dire. En tout cas, non seulement le projet a échoué, mais en plus, bon, il continue un petit peu sur site, comme on l'a vu, au travers d'expériences scientifiques plus ponctuelles. Mais il n'y a jamais eu vraiment de suite, il n'y a pas eu de Biosphère 3 par exemple, il n'y a pas eu, alors que ça fait quand même maintenant plus de 30 ans qu'ils se sont écoulés, les enjeux de la conquête spatiale sont les mêmes. On aurait pu penser qu'il y aurait une nouvelle tentative, peut-être plus encadrée, peut-être plus sérieuse, même plus petite, mais en fait non, il semblerait qu'il n'y ait rien eu, et en tout cas rien de cette échelle, et donc ça renforce le côté un peu mythique, on va dire, de l'expérience Biosphère 2, en ce qu'elle a d'unique dans l'histoire de l'humanité. Donc ils sont partis, enfin ils sont pas partis, ils ont fermé la porte. Et puis l'expérience a bien commencé pendant quelques mois et puis elle s'est dégradée. Alors c'est un peu compliqué de dire pourquoi elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée pour des raisons scientifiques et biologiques. Essentiellement. Tout simplement parce qu'il y a eu un problème d'oxygène. Il y avait d'autres problèmes, mais le problème principal était un problème d'oxygène. Donc l'oxygène s'est raréfié pour Alors des il s'est raisons... raréfié, oui, c'est ce que j'allais dire. Pour des raisons doubles en fait, parce que le climat a été défavorable et non conforme au normal, aux moyennes climatiques. Donc il y a eu moins de soleil que prévu, donc moins de photosynthèse, voilà. Donc moins de capacité de la couche végétale à réguler l'atmosphère. Il y a du CO2 qui a été produit et emprisonné, je crois, dans le béton qui constituait la couche qui était en dessous de la Terre. Et tout ça a créé un déséquilibre qui a été favorable à certaines espèces, en particulier aux micro-organismes qui étaient dans le sol et aux plantes tropicales. Et à l'inverse, les mammifères et pas mal d'insectes, je crois, ont souffert de la situation au point que certaines espèces ont quasiment disparu. Oui, il n'y avait plus de pollinisateurs, mais c'est en même temps que les hommes en fait. Hein. Les hommes, ils ont commencé à perdre du poids, à crever de faim en fait, d'oxygène et de faim parce qu'il n'y avait plus de production non plus. Et donc ce qui était respectable parce que bon, il y avait une sorte de mauvais dosage, de mauvais équilibrage de l'ensemble des composantes de la biosphère, ce qui aurait été excusable au bout de quelques mois est devenu plus du domaine du fautif au plan scientifique parce que les termes de l'expérience ont été changés en cours de route sans que les initiateurs de l'expérience communiquent correctement dessus. Oui, il aurait été plus simple de dire au bout d'un an, bon là on arrête tout parce qu'on manque d'oxygène et voilà. Et en fait ils ont caché le truc, ils ont introduit de l'oxygène sans le dire à la population ainsi que de la nourriture. Et du coup ils sont partis sous les acclamations et ils sont sortis sous les huées du public. Et ça, on a lu beaucoup de documentaires, c'est très marquant pour les 8 bionomes et bionautes qui restent très marqués encore à l'heure actuelle. Mais il faut dire aussi qu'ils se sont déchirés entre eux, c'est-à-dire que non seulement il y avait un désaccord entre les initiateurs du projet
Allen et Bass qui, eux, étaient restés à l'extérieur de la sphère. Mais il y a en quelque sorte cette différence, de ce conflit s'est reflété dans la mésentente entre les bionautes eux-mêmes, qui ont pour certains accepté de manger de la nourriture venant de l'extérieur, pour d'autres non. En gros, il y avait plus les intégristes de l'expérience d'un côté, et puis ceux qui étaient plus relativistes. Et puis, donc, cette division a fini par déboucher sur une sortie un petit peu lamentable, en fait, qui ressemblait à un échec en vérité, alors qu'au fond, au moins le début de l'expérience était tout à fait intéressant, même au plan strictement scientifique. Ils sont d'accord sur le fait de dire que ils n'étaient pas assez nombreux en fait par rapport au travail qui leur était, enfin, qu'ils devaient effectuer, c'est-à-dire s'occuper et du côté scientifique et de toutes les plantes, des animaux, et donc le soir ils étaient excessivement fatigués et ils en ont oublié le fait de communiquer entre eux. Et ils se sont entraînés pendant une partie de l'expérience et puis après ils se sont déchirés. Donc s'ils avaient été plus nombreux, ça leur aurait facilité la tâche, ils auraient eu moins de charge de travail. Mais le fait est que oui, ça s'est mal terminé. Voilà, après cet intermède d'un genre très particulier, techno-scientifique on va dire, un peu didactique, un peu pédagogique, un peu aussi événementiel, on reprend une tournure beaucoup plus classique pour notre voyage, puisqu'on vous emmène vers les grands parcs rocheux de l'état de l'Utah. Il y en a tellement qu'en fait on va diviser les vidéos à venir en plusieurs parties, en essayant de ne pas rendre ça non plus trop répétitif et trop morne. Et on vous emmène pour commencer vers le parc de Zion la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de l'être. Pour les autres, bon courage, ça va venir. Et à dimanche prochain. Au revoir.